Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 5 août de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez, ravis de vous retrouver sur les antennes des médias du groupe de presse Le Matinal, en direct du studio Alain Cauton de Cotonou. Voici votre émission sociopolitique Carte sur table. Jusqu'à quand l'hémorragie va-t-elle s'arrêter au sein du Parti du Renouveau démocratique? C'est la question qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres au lendemain, bien sûr, de la démission de 31 conseils communaux et locaux du PRD dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, oublié par le leader des Tchoko Tchoko, le parti Arc-en-Ciel, bien sûr. Ils ont décidé donc de créer leur formation politique, le CDU, le Congrès des démocrates unis, pour ne pas disparaître. Monsieur Sébastien Doou, élu président de cette formation politique, est l'invité de cette émission Carte sur table. Eh bien, l'actualité, c'est également le 58e anniversaire de la fête nationale du Bénin, marqué justement par le discours du chef de l'État et son entretien télévisé avec la presse nationale. Patrice Talon renonce au référendum constitutionnel. Pendant ce temps, ça bouillonne dans les états-majors. Les partis politiques affûtent leurs armes dans la perspective des élections législatives qui approchent à grands pas. On fera le point avec notre invité de ce matin. Carte sur table, c'est le 30e numéro de l'année 2018. Vous êtes sur Aussi FM émettant de Cotonou. Vous êtes également sur Iban FM en synchronisation depuis Parakou. Vous êtes également sur Océan Télévision Web du groupe de presse Le Matinal. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Sachez qu'à 10h, bien, vous pourrez donc intervenir dans cette émission avec le numéro 65 0024 24 et le 61 53 90 53. Merci, toute l'équipe est en place et bienvenue à vous tous. Voilà, monsieur Sébastien Dogo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Monsieur, très bien. Très bien, voilà, merci. Alors, vous êtes donc le tout dernier, je l'avais dit tantôt, rentré dans le cercle, je ne dirais pas fermé, parce qu'il y a tellement de formations politiques aujourd'hui au Bénin. Alors, donc, des présidents des partis politiques au Bénin. Vous avez donc, avec d'autres militants, d'autres conseillers, mais communaux et locaux, claqué la porte du Parti du Renouveau démocratique, le PRD. Eh bien, monsieur Sébastien Dogo, la question qui vient rapidement à l'esprit et que sans doute les auditeurs sont en train de se tourner dans la tête, c'est quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter le PRD? Bon, merci, monsieur le journaliste. Je salue aussi les auditeurs. Je voudrais aussi saluer les milliers de militants déjà acquis à CDU, le Congrès des démocrates unis que nous avons créé. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire qu'il y a une raison fondamentale. Tout le reste, c'est subsidiaire. La raison fondamentale, nous sommes partis pour éviter donc de disparaître. C'est ça. En réalité, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, on est dans une ère de réforme du système partisan. Et donc, en tant que politique, nous avons été très attentifs à tout ce qui se passait. Mettons que nous attendions que notre formation politique, le PRD, puisse donc nous informer régulièrement donc, de sa position et des tractations ou tout ce qui se mettait donc en place pour pouvoir donc nous dire quelle est sa position donc dans cette mouvance donc de réforme politique. C'est ça. Mais je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est pas la rumeur et aussi peut-être ce que la presse donc nous permet donc de savoir. Autrement, vous n'êtes pas en contact permanent avec le bureau politique, c'est ça? Vous savez, le PRD est organisé de sorte que, disons, c'est pas circonscription électorale que le parti est organisé. Moi, je fais partie donc de la 6e circonscription électorale. Vous êtes élu conseiller communal? Absolument. À Abomey-Calavi, oui. De toutes les façons, je ne veux pas prévaloir donc de ça pour dire que j'ai droit à ça au parti. Non, pas du tout. Mais, tout simplement, tous les militants, sans exclusive, ont droit quand même à l'information, tout au moins. Si on ne peut pas nous associer à ce qui se fait, on peut tout au moins nous donner l'information, pour qu'on ait l'information. Et comme je vous l'ai dit, ce que le PRD devient donc dans cette mouvance donc de réforme du système partisan,
mettons que vraiment il va falloir consulter l'oracle de Delphes avant donc de le savoir. S'il n'y avait pas d'âme rumeur et s'il n'y avait donc pas la presse. Nous, on ne le sait pas. Mais la rumeur persistante, bien sûr, nous a fait savoir que le PRD voulait faire cavalier seul. Oui. Et que parce que on ne veut pas que le nom PRD disparaisse. C'est un choix. C'est même un choix défendable à certains égards. On ne peut pas le refuser. D'accord. Mais est-ce que en faisant donc ce choix, sur des paramètres peut-être qui sont propres donc au parti, au premier responsable donc de parti, est-ce que on a tenu compte donc de toute la diversité qui se trouve au niveau donc du PRD? C'est ça la grande question. Peut-être que ce choix, c'est très bon pour Sémépodi, c'est très bon pour Porte-Novo et puis peut-être pour la vallée. Mais pour nous, c'est totalement suicidaire. Ah bon? Au niveau de la sixième circonscription électorale, absolument. Vous savez, la sixième circonscription électorale, c'est une circonscription suffisamment dense. C'est ça. Surtout, la commune d'Abomey-Calavi est suffisamment dense. Et ce n'est pas... Sans fausse modestie, il faut reconnaître que Abomey-Calavi n'est pas un fief naturel donc, du PRD. C'est nous qui implantons donc, le PRD donc, dans la commune. Nous avons fait notre preuve en implantant donc le parti. Vous devez être choyé, selon vous, c'est ça? De toutes les façons, on peut ne pas nous choyer. Nous n'avons jamais été choyés, mais nous avons pris toujours la responsabilité. Parce que personne ne nous a obligés à aller au PRD. Moi, je n'ai jamais fait 2 partis dans ma vie. Ça fait près de 20 ans que je suis au PRD. Malgré tout, je suis resté. C'est un choix personnel. Personne ne nous y a obligés. Pourtant, on dit quand même que le PRD est tellement c'est un parti structuré. C'est un parti, voilà. C'est le premier parti du pays. Le parti, il faut le reconnaître, c'est un parti très bien structuré. Mais le fonctionnement de la structure, c'est là. Il ne suffit pas d'avoir une belle ossature. Encore qu'il faut que cela puisse donc fonctionner. Et fonctionner donc normalement. Mais de toutes les façons, nous, on ne reproche rien au PRD en termes donc, de fonctionnement et qu'on sort tout ça. Dans ce jeu, certainement, les premiers responsables du parti jouent à leur survie. Ils veulent conserver, ils ont un intérêt à conserver donc peut-être le nom donc, du PRD. Et donc ils veulent faire cavalier seul. Ils ont certainement des raisons donc pour ça. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de faire nos analyses aussi pour savoir est-ce que dans ce choix, nous on se retrouve. Nous, on ne se retrouve pas dans ce choix. Parce que vous savez, lorsque vous arrivez, par exemple, dans la circonscription électorale, vous avez la RB, vous avez les FCBE, vous avez l'AND, vous avez l'UDBN de Madame Claudine, voilà, et Prudential. Si nous, on a pu donc se faire une place, c'est parce que ces grandes formations politiques de la circonscription électorale n'étaient pas unies. Était totalement divisé. Donc, chacun venait donc faire campagne pour chercher donc ses électeurs. C'est ça. Et donc, dans ce jeu, nous, on a pu donc se faire une place. Voilà qu'aujourd'hui, ces forces politiques se mettent ensemble. Et nous, on sera seuls. Vous serez écrasés, c'est ça? Mais non, il faut le reconnaître. On va disparaître. Ça, là, c'est clair, on va disparaître. Du coup, moi, je ne reproche pas, peut-être au président donc, du PRD, de faire ce choix. C'est son choix. Moi, je n'étais pas à l'origine de la création donc, du PRD. Est-ce que vous avez été consulté justement par rapport à ce choix? Non, comme ce qui s'est passé à l'élection présidentielle de 2016 où on a vu seulement le logo du PRD. Est-ce que vous avez été consulté? Il y a un déficit de communication? De toutes les façons, vous savez, tout le monde ne peut pas être associé. C'est ça. Dans une entreprise, tout le monde ne peut pas être associé. Je considère que ceux qui doivent être associés l'ont été. Ce n'est pas une question de revendication personnelle. Non, pas du tout. Ceux qui pouvaient être associés ont été associés. Le choix a été fait. Moi, j'ai suivi le choix. Rigoureusement. En 2016. En 2016, j'ai fait campagne pour Lionel Zinsou. Ça, là, c'est clair, visage découvert. C'est la discipline du groupe. La discipline de groupe, mais aussi, j'avais fait donc mes propres analyses pour savoir que c'était un candidat, c'était le meilleur candidat pour moi à l'époque. Ça, là, c'est clair. Et nous avons fait donc campagne pour ça. Mais je ne veux pas revenir sur comment on a fait donc la campagne, parce que c'était toute une misère. C'était une campagne de misère à Abomey-Calavi, ça il faut le dire. Malgré tout, si je peux vous dire... L'argent qui a circulé. Quel argent? Nous, on a reçu seulement 2 millions pour le premier tour. Vous imaginez?
Pour toute la commune de Non, Calavi? pas pour toute la commune, pour l'arrondissement de Calavi. Ça fait quand même 45 000 électeurs. D'accord? On a reçu 2 millions pour le premier tour. Et tenez-vous, pour le second tour, 0 franc. Et pourtant, le second tour, il y a quand même... Ah bon, écoutez, vous savez, moi, c'est les faits. Je ne fais pas donc de commentaires. Ça, c'est les faits. Mais tout ça, moi, je ne reproche rien à personne. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est ma survie politique. Je ne veux pas disparaître politiquement. Je ne veux pas... Après 20 ans de combat politique. Je ne veux pas faire une marche arrière politiquement. Je veux avancer. Du coup, si les calculs qui sont faits au niveau du parti ne rencontrent pas mon assentiment et l'assentiment donc de ceux qui sont avec moi, il n'y a pas autre chose que de parti. Ça là, c'est clair et on est parti. Est-ce que vous avez quand même réussi à échanger avec le président Mbeki par rapport à cette question-là, c'est vrai, la démission? Vous avez quand même envoyé un courrier pour dire, monsieur le président de la République? Pour aller au parti, je n'avais pas envoyé un courrier. On n'avait pas envoyé de courrier pour intégrer donc le PRD. Mais je pense que lorsque vous êtes un chef donc de parti, peut-être ce n'est pas toujours facile. Et que moi, j'ai rencontré le président Mbeki en 2015. Et cela du fait donc de l'actuel maire de Soava, que je salue au passage, qui, ayant vu l'exploit que nous avons réalisé à Boubé-Kalaï pour les dernières élections législatives et les élections sur la communale, a bien voulu me faire rencontrer donc le président Maître Atiang. Il n'était pas accessible comme ça, c'est ça? Ah ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais moi, je n'ai pas de contact avec lui. Non. Et le parti n'est pas organisé comme ça. Et ma première responsable hiérarchique, c'est l'honorable Amouna Toubadamassi, le député de la 6e section. C'est comme ça que le parti est organisé. Donc, ne pas avoir accès au président, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un drame. Le parti est structuré comme ça. Et il faut respecter donc, les lignes donc, tracées donc, par le parti. Bon, donc j'ai eu l'honneur donc, de rencontrer le président, mais je vais vous dire ceci. Et c'est tout à fait dommage. Le président, par 2 fois, il a baissé la tête, il a dit, donc c'était possible. On lui a dit les résultats que nous avons fait, il a dit, ah bon, donc c'était possible, pas 2 fois. Ça veut dire quoi? On a eu tout le temps l'occasion de dire au président que Calavi n'était pas prenable. C'est ça. Je dis au président, moi je suis un homme de capacité. Et donc, pour moi, ce n'était pas imprenable. Et je pense que nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré. Les premiers élus que le PRD a eu à Boubé-Kalavi, c'était en 2008. En 2008, nous avons été aux élections avec nos propres moyens. Ça, il faut le dire. Avec donc nos propres moyens. Nous avons été aux élections. Et il faut vous dire que nous n'avons pu faire l'élection locale que dans un seul quartier à Boubé-Kalavi, le quartier Agori. Oui, il y avait 6 quartiers. Nous n'avions pas les moyens. Donc, nos moyens propres ne nous ont permis que de faire seulement d'aller aux élections dans un seul quartier, le quartier Agori, le plus grand. Et donc, à l'issue de ces élections, nous avons les résultats qui étaient sortis, on n'avait même pas vu quelque part mentionner le PRD. C'était tout comme si le PRD n'est pas allé aux élections. J'ai pris un avocat, nous avons formé un recours au niveau de la Cour suprême. Et finalement, la Cour suprême nous a donné gain de cause en condamnant donc la Sénat et en annulant donc les élections donc dans ce quartier. Et nous avons repris les élections. Nous avons eu 2 sièges en 2008. Et maintenant, en 2015, nous en avons eu 30. Ah oui. Plus un conseil communal pour moi-même. Donc, vous voyez bien sûr la progression. Donc, ça veut dire qu'on peut. Avec les moyens, on peut donc faire de gros scores, c'est ça ce que vous voulez dire par là? Non, écoutez, je ne trahis rien en vous disant, par exemple, quand on a repris les élections dans ce quartier-là en 2008, vous savez combien le parti nous a donné comme soutien? 200 000 francs. Et je vous ai dit que j'ai pris un avocat pour le recours à la Cour suprême. J'ai pris un avocat. Et vous pouvez savoir tout ce que cela implique donc comme ressources en termes de temps et en termes financiers. Donc l'accompagnement du parti, c'était dérisoire. De toutes les façons, pour moi, c'est totalement dérisoire. Mais moi, j'avais pris mes responsabilités. Avec mes amis, nous avions pris l'habitude donc de cotiser. Et ça là, c'est ça qui nous différencie donc des autres. Il y a une solidarité terrible donc entre nous.
Donc comme ça, nous avons dit, ok, mais personne ne nous a obligés à rester au PRD. C'est parce que nous aimons le PRD que nous sommes au PRD. Mais nous ne pouvons pas rester au PRD jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, personne ne peut donner son coup lorsque la guillotine est là. Donc, en réalité, et moi je suis très sûr que le président Mbedi va comprendre pourquoi nous devons partir. Il n'y a pas d'inimitié en politique. Nos chemins peuvent se croiser peut-être demain, mais pour aujourd'hui, le choix qu'ils ont fait, ce choix-là, est suicidaire pour nous. Nous ne pouvons pas. Et donc, ils ont fait un choix en tenant compte de leurs propres intérêts. Nous faisons donc le nôtre en tenant donc de nos intérêts politiques. Oui, merci. Nous ne sommes pas là justement pour parler du PRD, mais plutôt donc de votre parti, le nouveau parti, le Congrès des démocrates unis, CDU. Donc c'est le nom donc du nouveau parti politique. Alors pourquoi créer un parti? Vous l'avez si bien dit tout à l'heure avec toutes les explications. Alors, le besoin était si fort. Est-ce qu'on ne pouvait pas quand même, avec les formations politiques qui étaient quand même au sein de cette commune d'Abomey-Calavi, on a l'AND, on a la RB, on a d'autres formations politiques. Pourquoi vous avez senti le besoin de créer cette formation politique, le CDU? Ok, vous avez raison. À première vue, on peut le dire. Mais c'est vrai, je veux juste réfléchir à haute voix. Mais je suis certain que près de 90% des partis politiques au Bénin ont été créés sans un fonds politique. Vous voyez, tous les jours, ça se crée. Ça se crée. Des gens qui ne peuvent même pas être élus conseillers locaux dans leur village créent donc des partis politiques. Tout à fait. Mais pour nous, tel n'est pas le cas. Nous existions avant même d'exister. Si je peux m'exprimer comme ça, nous existions avant donc d'exister. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui à Calavi et demander qui on appelle Sébastien Dohou. Même les enfants vont vous le dire. Ah oui. Oui, même les enfants qui ont fait le CEPE une fois vont vous dire que celui-là, nous on le connaît. Parce que nous étions toujours restés avec notre population. Et nous avons toujours accompagné notre population. Vous savez, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop de publicité par rapport à ce que je fais. Tous les ans, depuis peut-être 6 ans à 8 ans, au moins 1000 enfants qui ont eu le CPE à Abomey-Calavi, moi je leur donne donc des kits. Mais je dis, il n'y aura pas de caméra. Si ce n'est pas que mes collègues, mes camarades me forcent, il n'y aura même pas de photographie. On dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Vous êtes un ancien journaliste, donc vous ne voulez pas... Non, bien sûr, non, je ne veux pas parce que vous savez, personne ne m'a demandé de le faire. Ces jeunes âmes ne m'ont pas demandé quoi que ce soit. C'est à volonté que je le fais. Et je suis un croyant. Ce que tu fais avec ta main droite ne permet pas que ta main gauche donc, le save. Donc c'est pourquoi. Donc nous sommes donc chez nous. Et nous maîtrisons donc les réalités donc, de chez nous. Du coup, vous avez posé la question de savoir pourquoi nous croyons que nous sommes nés pour grandir. Et donc, le volume que nous croyons pouvoir prendre, je pense que les autres partis politiques ne sont pas si grands pour pouvoir nous contenir. C'est ça. Vous le constaterez. Dans les années à venir, vous verrez que le CDU est quand même un parti bien implanté, organisé. Et je vais vous dire ceci. Vous savez, Calavi est une ville universitaire. Tout à fait. Donc, nous avons d'abord, disons, un électorat de qualité. Et c'est dans cet électorat de qualité que nous, on puise donc nos éléments. Du coup, c'est pour vous dire que les conseillers du CDU, ceux qui font la politique au niveau donc, du CDU, c'est des gens intellectuellement bien bâtis. Et nous réfléchissons. Nous réfléchissons tous les jours. Et il n'y a pas quelqu'un qui détient donc la science infuse chez nous. Et je crois que la première richesse qu'on a besoin d'un parti politique, c'est les ressources humaines. Et ça, nous, on l'a. Du coup, on est totalement confiants. Et ça sent que là où nous sommes en train d'aller, nous irons. Les autres partis politiques, bon, moi, je ne critique personne. Mais nous estimons que si on va quelque part, c'est peut-être pour aller apprendre quelque chose. Non, je ne vois pas quel est le parti politique qui se trouve aujourd'hui à Abomey-Calavi dans lequel nous, on a quelque chose à aller prendre. Mais il y a des regroupements dans lesquels nous avons quelque chose peut-être à aller apprendre, à continuer donc d'apprendre. Voilà. Du coup, nous avons choisi donc nous-mêmes donc d'avoir notre propre formation politique et en s'ouvrant donc sur les autres,
C'est ça ce que nous avons voulu faire et nous l'avons fait. Alors, vous êtes donc à la tête d'un parti politique. Alors dites-nous, quel est le nouveau contrat politique que vous proposez donc au peuple béninois aujourd'hui? Parce qu'on sait, les partis politiques au Bénin, il n'y a pas un projet de société souvent. Bon, ça s'est créé parce que les circonstances s'y prêtent. Et autres. Là, aujourd'hui, quel est le nouveau contrat politique que vous proposez justement au peuple béninois? Pour être honnête avec vous, je vous ai dit les circonstances qui nous ont amenés à créer notre parti. Donc, c'est dès maintenant que nous commençons par travailler donc, sur ces aspects pour voir quelle sera notre idéologie politique. Parce que c'est ça qui différencie les partis. Ce n'est pas, comme on dit, cette ridicule logique de dire on est de la mouvance ou de l'opposition. La mouvance, vous pouvez être de la mouvance aujourd'hui, être de l'opposition demain, comme de l'opposition aujourd'hui, comme ça se passe aujourd'hui. Voilà, demain. Maintenant, ce qui permet donc de vous situer, c'est votre idéologie. C'est l'idéologie qui permet donc de situer un parti politique. Les valeurs. Donc, voilà, les valeurs que vous défendez, les valeurs politiques que vous défendez. C'est ça. Du coup, nous... ce n'est pas quelque chose que nous allons choisir donc au pifomètre. Nous avons commencé donc nous avons mis en place une commission qui travaille donc sur cet aspect donc pour nous. Et dans les prochains jours, vous verrez de quelle tendance on est. Est-ce qu'on est on fait de la social-démocratie? Vous êtes proche de la social-démocratie? Oui, je pense parce que quand on vous lit votre discours le lundi dernier, ça là c'est vrai. Mais il va falloir quand même le justifier. Il va falloir donc l'argumenter, le documenter pour être cohérent donc avec nous-mêmes. Et ce travail-là, nous avons commencé donc par le faire. Alors, ce n'est plus un secret pour personne, hein, M. Dourou. Au Bénin, les alliances se font et se défont donc au gré dans des circonstances entre des partis qui n'ont justement en commun ni l'idéologie et ni donc le programme. Alors, à la naissance du CDU, vous avez donc décidé de faire front commun donc avec l'AND du ministre Balambé Dassigli. Pourquoi le choix du ministre Dassigli? Oui, nous avons le choix de l'AND. Voilà, pas le choix du ministre. Bon, d'accord. Le choix de l'AND. Eh bien, nous avons choisi l'AND tout simplement en faisant donc le scanning politique donc de notre fief. C'est ça. La 6e circonscription électorale est notre fief. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons fait le scanning. Et quand on fait le scanning, et tout le monde, enfin, je ne sais pas, il a quand même des données basiques à partir desquelles on peut faire cela. Vous voyez, chez nous, vous avez l'AND, vous avez l'ARB, vous avez l'UDBN, vous avez l'FCBE. L'FCBE, j'ai été opposant au président Yahibouni sur les 10 ans. Donc, je ne connais pas l'FCBE et je ne veux pas aller donc, dans du néant. D'accord. Donc, ça s'exclut. L'UDBN n'est pas une alliance. C'est ça. D'accord. C'est un parti politique. Ce n'est pas une alliance. Donc, moi, je ne veux pas aller me fondre donc, dans un parti politique. Vous prenez la Renaissance du Bénin, qui n'est pas une alliance. Qui se trouve encore également en difficulté. Donc ne me demandez, voilà. Donc ne me. Bon, l'aile officielle aujourd'hui, c'est voilà le président. Moi je sais pas, mais je sais que selon le ministère de l'Intérieur. Ok. Moi j'ai pas le document, mais je sais que c'est un parti qui était en difficulté. Peut-être que c'est déjà réglé. Je n'en sais absolument rien du tout. De toutes les façons, on ne pourrait pas aller là où ce n'est pas clair et que il y a peut-être donc des tendances. Donc, au sein d'un même parti politique. Alors, le choix qu'il nous reste, ce n'est que l'ANDN. Disons, cette alliance, il faut quand même dire que a été une alliance forte, est demeurée l'alliance la plus forte donc, de notre région. Qui a même... l'AND a des élus dans la vallée donc, de l'OME et au nord donc, du pays. Et dans la 6e circonscription électorale. C'est un parti qui est resté constant en termes d'implantation. Et c'est un parti donc, de notre région. Mais également, nous avons eu à travailler de près ou de loin avec ceux qui font ce parti politique donc, dans notre milieu. C'est ça. Et donc, il s'est créé une certaine amitié, une certaine proximité. Et nous les avons appréciés de la manière dont ils travaillent. Et je ne sais pas comment on dit, de la considération que ceux-là arrivent à avoir donc, pour les gens. Du coup, il y a tout un certain nombre donc, de paramètres que nous avons mis en jeu et qui nous ont dit,
ok, c'est un regroupement de mouvements et de partis politiques, donc ce crédit est bon donc pour nous et nous y allons. Nous y allons pour apporter notre contribution, pour faire grandir l'AND. Et nous, notre objectif, dans le contrat que nous avons donc avec l'AND... Qu'est-ce que vous attendez de l'AND? C'est ça le problème. Hein? Non, nous, on n'attend pas... les positionnements? De toutes les façons, non. Tout ça, c'est des questions qui vont venir après. Ah, okay. Mais c'est nous qui allons... C'est pas l'AND qui nous a fait appel. C'est nous qui allons à l'AND. Donc, c'est à nous de dire ce que nous apportons à l'AND. Ce que nous, on apporte à l'AND, c'est notre participation politique. C'est d'ajouter un plus au contrôle donc du territoire électoral que constitue la 6e circonscription pour l'AND. C'est de renforcer l'AND. C'est de faire en sorte que l'AND soit la première force politique de notre circonscription électorale. C'est ce que nous on offre donc à l'AND. Quitte à l'AND donc de voir par rapport à... Bon, c'est une offre que nous faisons. Il va falloir également que nous puissions donc la concrétiser. C'est ça. Et donc, à l'aune donc de tout ça, c'est à l'AND donc de voir... Voilà, effectivement, ceci, il mérite ci ou il mérite ça. Et que nous pourrons donc en discuter. Vous n'avez pas peur du RPR de Valentin Didi Koulé, qui quand même, il faut le reconnaître au niveau de la 6e circonscription, titille un peu également l'AND. Oui. On sait qu'entre Dasigui et puis Valentin, c'est pas toujours le parfait amour. Je respecte très bien l'honorable Valentin Roudé. Qui est quand même un leader politique donc, de notre région, que je salue au passage, et qui a été constant. Hein, ça veut dire que quelque part, les populations l'ont adopté et croient donc en lui. Mais je pense qu'il sera fier que la relève est en train donc d'être préparée. Vous le poussez dehors? Non, de toutes les façons, on ne le pousse pas dehors, mais nous voulons prendre la place qui est la nôtre. Ça, là, c'est clair. Nous ne poussons personne au dehors. Mais il y a une place et que nous pensons que nous, on a la possibilité donc de prendre cette place, la place qui nous revient. Donc, si ça amène, par exemple, à des gens à être dehors, c'est la politique. Eux-mêmes, ceux qui sont là aujourd'hui, que ce soit l'honorable Roudé, que ce soit l'honorable Bada ou n'importe quoi, bon, ce qui est sûr, ils sont venus donc faire leur âme. Ils ont commencé un jour. Et forcément, ils vont finir un jour. Mais je suis sûr que, les connaissant un peu, ils sont en train certainement donc de se questionner sur le lendemain. Quand nous, on ne sera plus là, qu'est-ce qui va advenir ici, ceci, ça, là. Donc moi, étant natif de cette région, je suis certain que ceux-là sont très fiers donc, de ce que je fais et qu'ils m'apporteront même leur soutien donc, dans mon élan. Ça, en tout cas, j'y crois fermement. Ils peuvent donc me démentir. Mais étant tous donc, natifs donc, de cette circonscription électorale, je pense que nous sommes appelés à nous donner donc, la main et que ce soit donc, les anciens également qui tiennent la main donc, des plus jeunes et qui leur montrent donc, le chemin parce qu'il y a toujours, ça c'est une loi de nature, il y a toujours une succession. Donc forcément, ils vont faire donc leur temps et ils vont passer donc le flambeau. C'est qu'une formation politique au Bénin, c'est de l'argent, ressources de financement. Parce que vous savez, quand on est président des partis politiques, les militants qui viennent avec les ordonnances, qui viennent justement avec les problèmes, on connaît, c'est ça, justement, les partis politiques au Bénin. Est-ce que vous êtes suffisamment aguerri et vous avez le dos large justement pour continuer toutes ces choses-là? Vous savez, je vais vous dire ceci. Ouais. Il y a une différence entre avoir de l'argent et savoir aider les gens. Ceux qui ont même suffisamment d'argent, ils aident rarement. Et ceux qui n'en ont pas, ils savent être solidaires dans des autres. Nous, on est solidaires dans des autres. On sait être solidaires dans des autres. Et les autres aussi savent ce qu'ils peuvent nous demander et ce qu'ils ne peuvent pas nous demander. Les cotisations ne suffisent pas. Bon, de toutes les façons, on vient donc de commencer. Mais je vous ai dit au départ qu'il y a une solidarité terrible entre nous. Et que le soutien donc, de notre ancien donc, parti, au moment où on était donc, dans le parti, pour nous, c'était totalement négligeable. C'est totalement insuffisant. On n'a jamais attendu que quelqu'un, par exemple, donc, nous vienne forcément donc, en aide pour pouvoir faire ce que nous faisons. Bon, mais vous savez, peut-être ceux qui nous venaient en aide, le parti aussi, arrivaient juste, on n'était peut-être pas les seuls. Les gens faisaient peut-être juste ce qu'ils pouvaient. Donc, c'était à nous donc, de démontrer qu'on était en capacité donc, de pouvoir faire. Et ce qu'on est en train donc, de faire là, là, nous l'avons fait. C'est vrai, c'est beaucoup d'argent. Et je voudrais donc, au passage, donc, remercier mes compagnons de fortune
qui n'hésitent pas à m'accompagner donc dans ce que je fais. C'est ça. Donc, c'est pour nous, la question financière n'est pas la première. La première question donc pour nous, c'est les hommes. C'est la foi en ce que nous sommes ensemble et que nous voulons donc progresser. Du coup, tant qu'on a donc cette foi-là, on peut faire bouger les choses. Alors, on entend dire quand même que lorsqu'on quitte le PRD, ça fait on disparaît aussi. Hein. On a vu les cas de beaucoup de députés qui ont claqué la porte du PRD. Est-ce que vous ne les créez pas justement ça, M. Dehaut? Vous savez, moi j'ai la tête sur les épaules. Je ne dois rien au PRD. Ah oui. Oui. Ça, je ne dois absolument rien au PRD. Ah bon, mais Calavi, ce n'est pas le PRD qui nous fait. C'est nous qui faisons donc le PRD. C'est ça. Le PRD ne nous fait pas. C'est nous qui faisons donc le PRD. Si c'est normal que les gens puissent disparaître, s'ils doivent tout au PRD, qu'ils ont tout reçu du PRD, et qu'ils ont mangé donc dans le plat du PRD, et qu'ils veulent cracher donc dans le plat donc du PRD, et qu'ils ne s'assurent pas que, disons, ils ont un partenaire qui puisse donc leur servir donc le même repas, ils vont disparaître. Nous, on ne disparaît pas parce que on ne vivait pas aux dépens donc du PRD, et on ne disparaîtra pas. On fera l'exception. S'il en est encore besoin, nous on fera l'exception. Et puis je vous dis, ces idées préconçues là, bon moi, je les banalise complètement. Je les banalise. On a eu quand même le cas de Atao Mohamed Henho qui a quitté le PRD mais qui est devenu comme député pendant 2 fois déjà dessus. Donc il y a des exceptions. Oui, bon, c'est sans doute que vous ferez. Bon, on va grossir donc le rang donc des exceptions. Tant mieux. Alors vous appartenez donc désormais au bloc progressiste. Oui. Donc voilà, et il y en a plusieurs du côté de la mouvance présidentielle. Voilà, et la dynamique unitaire, le bloc progressiste, le bloc du PRD. Il y a un autre bloc qui verra le jour dans 2 semaines, selon les informations que nous avons reçues. Donc voilà, plusieurs blocs pour la mouvance présidentielle. Est-ce que, je l'avais posé cette même question il y a cela une semaine à un invité, est-ce que trop de viande ne gâte pas la sauce? Pour moi, c'est le contraire. Oui. Parce que vous auriez ainsi vu peut-être 2, 3, 4 blocs autour peut-être du chef donc, de l'État. Mais si ces blocs-là ne se formaient pas, vous auriez vu compter peut-être 20, 30, 40, 50. Donc en réalité, c'est même quelque chose à souhaiter. Ça veut dire donc que le paysage commence vraiment donc, par être lisible. Et c'est à l'actif donc de ceux qui ont pris cette initiative, donc de se regrouper donc dans de grands blocs, montrant ainsi donc que la volonté donc du chef de l'État d'opérer donc des réformes au plan politique est quand même une volonté à saluer. Vous aurez votre en tout cas la place au niveau du CDU dans ce bloc-là pour les positionnements, parce que ça va faire rage maintenant, les législatives, les positionnements, c'est dans quelques mois. Est-ce que vous vous battez pour ça aux côtés de l'AND? Non, vous savez, nous avons toujours été très disciplinés. Nous avons librement choisi donc, de composer avec l'AND. Oui. Et nous venons donc d'arriver. Nous allons suivre, écouter et observer et faire ce que nous devons faire. C'est ça. C'est ça. Ce que nous devons faire, c'est ça que nous allons faire. Ça, mais nous ne venons pas parce que nous lorgnons un poste. Non, pas du tout. Nous venons donc d'arriver, nous devons savoir raison garder. Rester donc dans notre couloir, observer, écouter. Si on nous donne quelque chose, on prend. Si on ne nous donne rien, c'est à nous de démontrer que nous méritons ci ou nous méritons ça. Donc la balle se trouve dans notre camp et non dans le camp donc, de nos partenaires. Monsieur Sébastien Dehaut, c'est l'effervescence bien sûr actuellement au sein des partis politiques. Vous savez qu'on crée des partis politiques et pratiquement tous les week-ends. Le ministre des enseignements maternels et primaires, monsieur Salimane Karimo, a créé son parti politique hier, dénommé Force Unie pour le nouveau départ FUNID. Et puis le week-end dernier, l'ancien député Eustache Akpovi en a fait de même en créant donc l'Alliance pour la démocratie et l'esprit citoyen. Donc ADEC, j'oublie pas aussi Jacques Ayadi et son MOEL, le mouvement des élites engagées justement pour l'émancipation du Bénin. Alors, qu'est-ce qui fait courir les mouvanciers pour créer des formations politiques? C'est quoi le problème? Bon, moi je pense que poser le problème en termes donc, de mouvanciers, je ne sais pas. La plupart, c'est pour soutenir les actions du président Talon. C'est ça le problème. Vous savez... Est-ce qu'on peut pas rester dans les bureaux et accompagner le chef de l'État?
on peut rester dans les bureaux et accompagner le chef de l'État. Tout comme on peut ne pas rester seulement dans les bureaux. C'est ça. Et accompagner donc le chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, en occupant donc le fauteuil qui est le sien aujourd'hui, est politique. Et donc, son action, toutes ses actions sont politiques. Et donc, il a besoin donc de soutien politique. Et il a besoin donc de soutien de politique. Donc, pour apporter le soutien politique, on a besoin donc de politique. Et donc, chacun essaie, de son angle, il essaie donc de faire la lecture qu'il faut et voir comment apporter donc quel type de soutien apporter au chef de l'État. Les soutiens techniques qu'ils apportent, peut-être qu'ils sont estimés que ce n'est pas suffisant et qu'il faut donc aller au-delà et qu'il a besoin donc de soutien politique. Et donc, ils se mettent donc dans la peau de politique pour lui apporter donc le soutien politique donc qu'il faut. Vous savez, la question de l'ethnisation dans la politique chez nous ne peut pas être occultée. Ça, là, c'est clair, ne peut pas être occulté. Et la façon dont les choses donc, se passent ici, c'est que, vous savez, lorsque on ne vous reconnaît pas, vous n'avez pas peut-être une certaine étoffe, eh bien, vous passez inaperçu. C'est ça. Donc, les gens, peut-être, ont besoin également donc, de cet activisme politique pour se faire voir et pour se faire entendre et apporter donc leur contribution technique. Vous avez beau être vraiment un cadre rompu, chez nous, si par exemple vous n'êtes pas politique, vous savez très bien qu'on va tout simplement vous utiliser à minima. Vous le savez très bien. Bon, donc les gens, c'est également une parade pour que les gens puissent donc se faire valoir aussi techniquement. C'est dommage, mais c'est une réalité. Ça devient une parade nécessaire pour donc des cadres donc de ce pays, pour des intellectuels donc de ce pays, d'aller en politique pour que les gens puissent donc savoir que oui, voilà, on ne peut pas l'utiliser à minima, voilà ce qu'il mérite intellectuellement et donc il faut pouvoir donc le mettre là. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez suivi donc, comme tout le monde, le discours du chef de l'État et l'entretien qu'il a eu donc avec la presse nationale. L'information phare, c'est bien sûr donc le référendum. Le chef de l'État renonce bien sûr donc à ce scrutin-là. C'était une surprise pour vous, Monsieur Dou? Non, pas du tout. Oui. Mais j'ai été très heureux de savoir que le chef de l'État ait renoncé à ça. Et je l'ai suivi et j'ai été séduit par l'argumentaire qui a été développé, qui soutient donc sa décision. Je m'étais toujours posé la question de savoir ce qui incitait le président de la République à aller au référendum. Mais il comptait sur quoi? Ce sont eux c'est sur eux, sur leur soutien, que le chef de l'État a compté pour faire une première tentative. Et ça a échoué. Le chef de l'État a compté également sur eux pour une deuxième tentative. Et ça a échoué. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, ceux-là, ils pourront quoi pendant le référendum? Ils n'ont pas pu convaincre 19 députés. Mais ils n'ont pas pu convaincre 4 députés ou 5 députés en plus. Donc, pour faire cela, ce n'est pas des milliers de Béninois qu'ils ont. De toutes les façons, moi, je pars sur des faits. Les faits montrent tout simplement qu'ils n'ont pas été en mesure donc, de pouvoir convaincre 4, 5 députés. Et donc, je dis, ce n'est pas des milliers donc, de Béninois qui pourront donc convaincre. Mais ce qui est grave dans cette affaire, c'est ceci. Vous savez, lorsque vous voulez poser un acte, il faut voir quels sont les risques. Si vous avez la possibilité d'éviter de prendre une décision sans aucun risque, chapeau. Mais si quel que soit le cas, vous devez donc, il y a des risques qui existent, choisissez donc les options avec de moins de risques. Aujourd'hui, le risque, si le référendum, enfin, la révision constitutionnelle a échoué au Parlement, le risque que la révision constitutionnelle échoue par voie référendaire, ce risque-là n'est pas nul. Ce risque n'est pas nul. Donc, supposons alors qu'on aille au référendum et que ça ne passe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Les opposants vont dire au chef de l'État qu'il a remis donc en selle sa légitimité et donc il n'est plus légitime. Et appeler donc à sa démission. Il peut ne pas démissionner, bien sûr, mais ça fera l'objet donc, je ne sais pas, de la communication politique pendant tout le temps pour dire que bon, nous avons à la tête donc de l'État quelqu'un qui n'est pas légitime. C'est le premier risque
qui voulait donc faire courir au chef de l'État. Je pense que le chef d'État a bien vu. Le deuxième risque, c'est ceci. Le chef de l'État a un programme. Si vous l'embarquez maintenant dans le référendum, c'est-à-dire qu'il arrête toutes les réformes, il arrête toutes les activités de notre développement et il va se consacrer, lui et son gouvernement, à se défendre devant la population pour le référendum. Tout à fait. Du coup, tout le PAG, le programme d'action du gouvernement, sera mis au placard. Sur quelques 3 ou 4 mois après, on sera emballé donc dans les législatives. Après les communales. Ça veut dire quoi? Finalement, le chef de l'État sera distrait. Son PAG va rester donc au placard. Et à la fin, le risque, ceux-là même reviennent pour dire, parce qu'on les a entendus donc dire que Yaïbouni n'a rien fait dans leur village ou quelque part, des trucs comme ça, qui reviennent pour dire, oui, bon, on a cru au chef de l'État, il a fait donc son PAG, on pensait qu'il allait le mettre en œuvre, mais il n'a pas mis en œuvre, donc en réalité, on n'a rien gagné des choses comme ça. Ça. Je pense que le chef de l'État vient donc une fois de rassurer son peuple pour dire que je compte sur moi-même. Je ne réfléchis pas moi-même. Ce n'est pas la réflexion donc des autres. Je ne prends pas mes décisions sur la base donc de la réflexion donc des autres. Il l'aurait fait et pour moi, ça aurait été donc une erreur. Donc moi, il m'a rassuré pour dire, oui, les gens peuvent me conseiller, les gens peuvent vouloir que je fasse des choses, mais c'est après tout, c'est moi le responsable. J'intègre ça à ma propre compréhension donc des choses et je fais mon analyse et je prends ma décision personnelle. Et il a pris cette décision. Moi, je lui dis, chapeau, c'est très bien réfléchi cette décision. C'est ça. Alors, le président Talon a évoqué, c'est vrai, des considérations d'ordre technique et financier donc, pour justifier sa décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec le député Valentin Djerontin qui dit, je cite, le chef d'État a vu jusqu'à ce qu'il appelait autour de lui au référendum voulait juste son argent pour mesurer leur impopularité et constituer des réserves pour les législatives? C'est sa parole. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qu'il dit. Il donne de l'eau à votre moulin, en quelque sorte. Moi, je n'en sais rien, mais moi, je ne dis pas que les gens veulent prendre donc de l'argent chez le chef de l'État pour constituer une patole pour pouvoir faire les législatives. Mais je dis... C'est quoi cette communication de toutes les façons, pour moi, ils étaient en train donc d'envoyer le chef de l'État dans un mur. Heureusement que le chef de l'État a vu juste. Ça aurait été à leur place, ils doivent se remettre en cause et se dire, est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire les analyses telles que cela se doit pour pouvoir donc conseiller donc le chef de l'État? Est-ce qu'ils font les analyses telles que cela se doit, les analyses croisées telles que cela se doit? Mais ce qui est déjà heureux, ce n'est pas les députés. Ce qui est heureux, c'est ce que le chef de l'État a fait. Le chef de l'État vient, en tout cas moi, il vient de me convaincre que lui-même, il est capable donc de réflexion et de prendre donc les décisions qui vaillent donc pour l'intérêt donc du pays. Et non écouter les sirènes ou bien les chants donc de signes qui viennent de gauche à droite pour l'induire en erreur. Alors, je rappelle à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, que le référendum devait donc permettre d'inscrire dans la Constitution la création d'une Cour des comptes, l'abolition de la peine de mort, le couplage des élections et puis l'instauration d'un quota pour garantir une représentativité minimale des femmes au Parlement. Alors, le président Patrice Talon, qui a dit beaucoup de choses, justement, lors de son entretien avec la presse nationale. Alors, j'ai retenu une phrase, M. Doho, du chef de l'État. Il dit « Je fais le travail ingrat que mes prédécesseurs n'ont pas réussi à faire ». Comment peut-on expliquer, analyser cette déclaration du chef de l'État? Je pense que le chef de l'État est en train donc de nous dire tout simplement que ce qu'il est en train donc de faire, il n'est pas la recherche donc d'une popularité, disons, non consciente. Une popularité non consciente. Il veut avoir une popularité consciente. C'est-à-dire que ceux qui doivent donc le suivre, ça doit être donc des gens convaincus et qui savent que ce qu'il est en train de faire est logique et peut apporter donc quelque chose peut-être plus tard pour notre pays. Vous savez, on est suffisamment émotionnel donc chez nous dans notre pays. Et parfois donc c'est très difficile de prendre un certain nombre de décisions pour le pays. Regardez la question de bancarisation que le chef de l'État a osé faire. Qui peut être contre ça? La bancarisation. Vous savez ce que cela a révélé? Qu'il y a des gens qui émargeaient à la place d'autres personnes. Qu'il y a des gens qui émargeaient à la place d'autres personnes.
et qui encaissait des millions, des dizaines donc, de millions donc, de l'État de façon... vous allez voir un commis donc, de l'administration et il a des maisons à gauche et à droite et vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous la mais qu'est-ce que vous foutez? C'est le salaire qui fait tout ça. Oui, est-ce que c'est le salaire qui fait tout ça? Ou bien vous posez la question de savoir mais moi je suis où? Je travaille. Moi je travaille jusqu'au week-end, je travaille. Moi, j'ai jamais, comme on dit, mettons, eu des prébendes de politique à gauche et à droite, tout ça. Rien du tout. Tu travailles durement. Et je sais à quel niveau où je suis. Mais vous allez voir peut-être des commis, je ne sais pas, qui vous défient presque. Voilà. Comme on dit, qui font donc de la mégalomanie. Et donc, vous allez constater que lorsqu'on a canalisé, on a essayé tout simplement donc de canaliser, de chercher à avoir une certaine traçabilité donc, dans les dépenses donc, de l'État. Et c'est la débandade. Et c'est la débandade. Dans les non, je pense très bien que oui. Ça va se calmer. Ça va se calmer parce que certainement en privé, ceux-là aussi savent que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas juste. Le chef d'État reconnaît que c'est dur, effectivement, pour les populations, et que c'est le prix à payer, justement, pour... Vous savez, c'est aussi ça que nous devons apprendre donc, à ne pas verser toute notre vie durant dans de la facilité. La vie n'est jamais facile. C'est nous qui devenons un peu plus forts pour rendre donc la vie facile. Chacun essaie de devenir un peu plus fort pour rendre la vie facile donc, pour lui. Alors, ceux qui pensent donc, que oui, la vie est facile, j'ai mon oncle qui est là, donc j'ai droit à tout. Non, ce n'est pas ça. On doit pouvoir arriver à savoir que ce n'est pas ça. C'est vrai, on ne peut pas empêcher qu'il y ait peut-être donc que des relations interpersonnelles puissent donc agir donc sur des décisions, mais ça doit être donc ça doit être de façon limitée. C'est ça. Ça doit être de façon limitée. Donc moi je pense effectivement que le chef de l'État est en train donc de poser donc des actes et qui peuvent donc qu'on peut ressentir, dont on peut ressentir donc les effets au niveau donc de la population. Mais aucun homme d'État ne veut du mal pour son pays. Aucun homme d'État ne pose un acte, quel qu'il soit, qui cherche donc le mal. De toutes les façons, chez nous, on ne peut pas en trouver. On peut trouver ailleurs. Mais chez nous, pour le peu que je sais de l'histoire précoloniale, de l'histoire coloniale et de l'histoire contemporaine donc, de notre pays, même si on peut avoir des choses à redire sur la gestion de tel président ou de tel autre, vous verrez que chacun a toujours cherché le bien donc de ce pays. Il peut peut-être mal choisi. Ou bien ce qu'il a voulu faire peut générer, le casting peut être mauvais et que ça peut générer donc des résultats autres que ce qui était escompté. Mais aucun homme d'État ne veut du mal donc pour son pays. Monsieur Sébastien Doro, je vous laisse le temps donc de répondre rapidement si vous avez noté les différentes préoccupations. Oui, bien sûr. Allez-y. Ok, non, mais je voudrais d'abord remercier tous ces intervenants pour l'intérêt qu'ils portent donc pour votre émission de façon générale, mais également pour, disons, la discussion que j'ai avec vous ce matin. C'est vrai, il y a beaucoup de contributions, mais ce qui est récurrent dans tout ce que j'ai entendu, c'est que, disons, dans sa politique donc, de lutte contre la corruption, on fait le constat que le chef de l'État ne s'intéresse peut-être qu'à des cas, autres que peut-être ceux qu'on pourrait trouver donc, dans la mouvance présidentielle. Moi, je voudrais donc demander à chacun de croire à la parole donc, du président de la République. Tout ce qui se dit, là, il l'entend. Et il voit, il fait sa lecture. Et c'est tout ça qui l'a amené à dire que cette lutte-là n'est pas sélective. Du coup, il ne vient que de commencer. Donc moi, je voudrais inviter les uns les autres à la patience. Je voudrais inviter les uns les autres à la patience pour voir si le chef d'État vient de boucler 2 ans. Il lui reste encore à peu près 3 ans à faire.
Donc, il a encore donc, du chemin et il vient donc de commencer. On a encore le temps de pouvoir mieux donc l'apprécier dans ses promesses et dans ce qu'il fait. Donc, moi, je voudrais, si je peux, inviter donc les uns les autres à la patience, de donner le temps au temps, pour pouvoir donc faire les appréciations donc qu'il faut. Alors, il y a une question où on demande, bon voilà, pourquoi on va à la mouvance, on va à l'AND, pourquoi on a choisi l'AND, ou bien est-ce que c'est parce que c'est M. Ololade qui a posé la question, on a des placards, au-dessus des cadavres, donc on a des placards. Je voudrais le rassurer pour lui dire d'abord que je n'ai jamais passé un concours de la fonction publique. Je n'ai jamais travaillé directement pour l'État béninois. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Je ne l'ai pas été et je ne le serai pas. Je ne serai plus fonctionnaire donc de l'État. Les nécessités peut-être de service peuvent m'envoyer en mission dans les services donc de l'État. Mais je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Et je n'ai jamais occupé non plus un poste politique quelque part. Et ils ne me verront pas donc, dans ça. Donc je le rassure. Et pour lui dire que j'ai clairement expliqué que nous avons fait une analyse très objective des forces politiques qui se trouvent dans notre circonscription électorale. Et nous avons vu tout simplement que l'alternative, la seule alternative qui nous restait, c'était l'AND. Et que c'était des gens avec qui nous avions déjà appris donc, à travailler. Et donc, c'est pourquoi nous intégrons donc, l'AND pour apporter notre contribution à l'AND. S'il se fait que l'AND est dans la mouvance présidentielle aujourd'hui, ce n'est pas la raison pour laquelle on a choisi l'AND. On a choisi l'AND parce que, d'abord, on devrait donc choisir donc, nos alliés. Deuxièmement, c'est une alliance qui peut recevoir donc un parti politique. Mon parti politique ne peut pas aller se fondre dans un autre parti politique tout de suite à la création. Ça ne se fait pas. Donc, c'était donc la seule alternative qui restait donc pour nous. Et la manière dont il fonctionne, cette manière nous a plu également. C'est pourquoi nous sommes allés là. Une dernière rapidement préoccupation. Oui, que M. Yonhosu a... Je prends donc de ces préoccupations, que si nous avons quelque chose comme le président Mbedji, non. Vous ne connaissez pas la personne, pourquoi vous allez avoir quelque chose contre lui? Je ne connais pas le président Mbedji. Je suis membre du PRD, mais je ne le connais pas. C'est paradoxal. Ah oui, c'est paradoxal, mais c'est ça la réalité. Et je suis sûr que lui-même, il ne me connaît pas. Un élu communal, pas local. Ah non, mais écoutez, vous savez... Vous pouvez être maire d'une... Oui, bon, vous savez... Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut finir avec ça. Monsieur le journaliste, c'est très intéressant, l'expérience politique. Il faut faire de la politique. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être que ce n'est pas facile. Le président... Mbedji ne peut pas connaître tout le monde. Vous me dites que je ne peux pas connaître Charles Toko. C'est inadmissible non, que je sois le PDG. Attendez, non, mais là, c'est juste un personnel d'un nombre limité. Mais là, allez à Porto-Novo chez le président Mbedji, vous êtes un élu communal. Le président Mbedji a fait confiance donc à des gens dans ma circonscription électorale. C'est de leur responsabilité. C'est à eux de faire des propositions au président. C'est à eux de dire au président ce qui se passe donc chez eux. C'est à eux de faire le point, de rendre compte au président de ce qu'il y a de bon ou de ce qu'il y a de mauvais, des progrès et aussi des reculs, pour permettre donc au président de prendre donc des décisions. C'est ça. Donc, si moi je dis aujourd'hui que le président Mbedji ne me connaît pas, et que je dis je ne connais pas le président Mbedji, c'est parce que il y a donc des gens qui doivent... D'accord, on n'est pas le seul. Il y a d'autres conseillers, d'autres même qui disent qu'ils ne connaissent pas assez. Okay. Je crois que... donc voilà, je ne le connais pas, donc j'ai rien contre lui. Et je suis sûr qu'il n'a rien contre moi. Et s'il était à ma place, il ferait le même examen donc, des faits que je suis en train de faire. Maintenant, il a dit, par exemple, qu'on a perdu donc, le siège, notre siège, le siège de Mme Amunatou Badamassi. Oui, on l'a perdu. Vous savez, la science, elle est universelle et elle ne ment pas. Je dis, si les gens ne peuvent pas faire une certaine lecture, on ne peut qu'avoir ces genres de résultats. Je me souviens, probablement en 2011 ou 2012, après les élections législatives donc de 2011, nous avons fait un séminaire ici à Cotonou. Les militants PRD de la 6e circonscription électorale. Je suis géographe, démographe. Et donc, j'ai fait une communication pour leur montrer comment est-ce que le bassin électoral est en train donc de se basculer vers le plateau.
C'est-à-dire que si vous ne faites pas le maxi de votre, vous n'avez pas le maximum des suffrages qu'il vous faut dans la commune donc d'Abomey-Calavi, vous ne pouvez plus être élu. Du coup, mais les gens sont toujours restés dans l'ancienne formule, c'est-à-dire qu'on reste donc à Soava. Du coup, quand on est resté à Soava, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres formations politiques aussi sont allées donc à Soava. Et donc, qui ont émietté complètement donc les voix, qui ont même challengé donc le PRD. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous on a eu à Calavi? On a fait dans la commune de Calavi, avec les maigres ressources qu'on a, on a égalé ce que le PRD a fait sur l'ensemble donc de l'AC. Je vous dis, je prends seulement le cas de l'arrondissement de Calavi. Nous avons eu 4902 voix. Vous savez combien le PRD a eu sur l'ensemble de la commune donc de Soava? 10 400. C'est-à-dire que nous avons fait près de la moitié seulement dans l'arrondissement de Calavi de ce qu'ils ont fait là-bas. Donc si on ignore ces réalités-là, ils vont avoir les mêmes résultats. Nous allons peut-être, pourquoi pas, puisque vous venez donc de rentrer dans le cercle, donc je l'avais dit, des présidents des partis politiques, nous aurons l'occasion donc de vous revenir à vous par rapport au fait donc de l'actualité, puisque les élections c'est dans quelques mois, c'est dans quelques semaines. Monsieur Dou, voilà, c'est la fin de cette émission. Vous avez 45 secondes pour votre mot de la fin. Oui, ok, merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord remercier monsieur Charles Toko, qui est un ami personnel avec qui nous avons fondé la presse universitaire dans les années 91. Je l'avais dit, vous êtes un ancien journaliste. Bien sûr, je suis membre fondateur de la presse universitaire et de Radio Univers. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Vous êtes un doyen à nous. Bon, je vous en prie. Allez-y. Ok. Donc, je voudrais vraiment, disons, profiter pour le saluer depuis qu'il est devenu maire. Je ne l'ai plus donc jamais vu. Donc, je lui fais donc mon coucou. Je vous remercie aussi, vous journalistes, pour l'intérêt que vous manifestez donc à l'égard du CDU et de ses militants, donc en leur nom à tous, donc je vous remercie et remercie aussi donc les éditeurs et ceux qui ont bien voulu, disons, nous poser donc des questions. Nous avons essayé donc de répondre à quelques-unes de leurs préoccupations autant que faire se peut. Mais je voudrais enfin, disons, faire un coucou à l'ensemble donc des conseillers, des anciens conseillers PRD donc d'Abomey-Calavi, c'est-à-dire les actuels conseillers CDU, pour leur dire également l'ensemble donc de nos militants, des milliers de noms de nos militants qui nous soutiennent nuit et jour, pour leur dire que le choix que nous avons fait, c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt du développement donc de notre localité, et que je sais que depuis que nous avons créé donc ce parti, tout ce que j'ai comme mon retour, et donc je voudrais donc les remercier pour leur dire qu'ils ne seront pas déçus. Ils nous connaissent, que nous sommes un homme donc de capacité, de grande capacité, et que nous allons donc nous révéler donc à eux, révéler donc le CDU à eux et avec eux. Je voudrais aussi saluer mes anciens amis donc du PRD, de la 6e circonscription électorale. S'il y avait eu de la misère, nous avons connu tous la misère ensemble. Bon, maintenant, moi, j'ai choisi donc de partir. Je leur souhaite donc tout le bien pour leur dire donc les idéaux qui nous ont toujours caractérisés restent toujours donc les miens, je les partage et que je leur souhaite du mieux possible en continuant donc de travailler au sein donc du parti de Renouveau démocratique. On n'a pas oublié les talents des journalistes, puisque vous parlez beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est donc la fin de cette émission Casse-Table. Était en studio, monsieur Sébastien Dou, conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi, président du parti politique le Congrès des démocrates unis. Monsieur Dou, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci donc à nos confrères de Iban FM de Parakou, ici à Cotonou. Eh bien, il y avait Rock Bodouredo à la technique, Sémiat Yessoufou à la caméra de Océan Télévision. Il y avait également Chris Belmocho de la rédaction de Océan FM pour la synthèse, et bien sûr donc de cette émission. Et Léonce Adjevi représentait le quotidien, le matinal dans cette émission. Devant ce micro, on m'appelle Hospice Ruinou de Dravo. Sachez que nul n'est content de son sort, mais chacun est content de lui-même. C'était donc le 30e numéro de l'année 2018 de Casse-Table, mais un coucou particulier à une femme qui a permis que je sois là aujourd'hui. Il fait son anniversaire. Yolande Setonji, merci et bon dimanche à vous tous. Au revoir.